Je fais cette vidéo parce que j'aimerais que nous, les gens de la diaspora, que nous soyons prêts pour la récession qui arrive. Salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais m'adresser à la diaspora. Est-ce que vous savez, est-ce que vous voyez le vent de récession qui est en train de venir là? Ou bien c'est seulement moi qui vois ça? Il y a une récession pas possible qui s'annonce pour l'année 2023 et l'année 2024. Et je me posais la question, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt pour la récession qui vient, qui arrive? Ou bien tu restes là passivement, tu attends pour voir comment les choses vont se passer? Tu sais, je pensais à quelque chose la dernière fois. Est-ce que vous vous souvenez de quand est-ce que le Covid avait commencé? Quand le Covid avait commencé, ça se passait en Chine, du côté asiatique. Et nous, ici en Amérique du Nord, on était là, on se disait, on regardait seulement ça à la télé. Ça avait l'air tellement lointain. Personne ne savait que quelques mois après, ça allait arriver chez nous et on devait être complètement en lockdown. Personne n'aurait pu imaginer ça. Parce que tout le monde, on voyait les signes de loin, mais on se disait que ça va seulement rester chez le voisin. Donc tout le monde continuait sa vie comme si rien n'était, jusqu'à ce que ça se trouve devant nous. Et ça a eu les conséquences que ça a eu 2 ans pour la plupart des personnes rester à la maison. Si vous regardez bien les signes, si vous écoutez ce qui se passe dans le monde, vous allez savoir que l'année 2023 et 2024 sera particulièrement très difficile dans les finances. Il y aura la pénurie de beaucoup de choses, pas seulement en termes d'énergie, de gaz et de tout, mais aussi beaucoup de pénuries dans le secteur agroalimentaire. Beaucoup de personnes ne voient pas ça, ou bien on voit, mais on continue à vivre notre vie normalement. Et je me disais, quelles sont les choses que moi je peux faire? Parce que je peux seulement vous dire ce que moi-même je suis en train de préparer. Comment je suis en train de me préparer. Quelles sont les 3 choses que tu peux faire pour te préparer pour la récession qui arrive? La première des choses est de réduire ses dépenses. Beaucoup de personnes, malheureusement, déjà ne savent même pas le compte de leurs finances. Tu n'as pas de budget, tu ne sais pas combien tu dépenses chaque mois pour la nourriture. Tu ne sais pas combien tu dépenses pour le transport, pour les loisirs. En fait, tu n'as même pas un budget, tu ne traques même pas tes dépenses. Mais déjà, avant de faire n'importe quoi, avant de commencer à dire que tu vas épargner, tu dois déjà avoir un budget et tu dois déjà savoir combien tu dépenses sur toute chose. Quand j'ai commencé à faire cet exercice-là, je suis tombée de nuit. Je dis que je suis tombée de nuit, je me suis rendu compte que je suis en train de manger mon futur. C'est-à-dire l'argent que je dépense sur la nourriture et sur sortir pour aller manger dehors était une somme astronomique. Par an, ça se pouvait s'évaluer à des milliers de dollars, juste gaspillé seulement sur le fait de manger dehors. Mais je n'aurais jamais su ça si je n'avais pas commencé à faire un budget pour voir combien je dépense ici, 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 ici. C'est déjà la première des choses en ce qui concerne tes dépenses. Il faut faire une évaluation de tes dépenses et voir quels sont les endroits où tu dépenses trop. Et c'est à partir de cela que tu peux prendre la décision de réduire tes dépenses. Mais en parlant de réduction des dépenses, vous savez, il y a différentes approches. Pour certaines personnes, ils disent que non, je vais peut-être arrêter mon abonnement de Netflix ou bien mon abonnement de Spotify. Ok, ton abonnement de Netflix, c'est quoi? Peut-être 25 $ le mois. Ça va faire une grande différence dans tes finances d'arrêter l'abonnement de 25 $ par mois. Oui, c'est vrai que les choses s'ajoutent, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire la différence? En ce qui concerne réduire ses dépenses, il faut toucher là où ça fait mal. Et quelles sont les 2 dépenses les plus considérables pour ceux qui vivent surtout en Amérique du Nord? C'est le logement et après ça, c'est l'alimentation. Parlons d'abord du logement et je vais parler du logement ici au Canada parce que c'est grave. Si tu es de la diaspora et que tu vis à Vancouver ou bien à Toronto, tu sauras de quoi je parle. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent un appartement, une chambre, qui payent 2100 $, 2400 $, 2500 $ le mois sur un appartement, une chambre? Dis-moi, tu gagnes peut-être 60 000 $ l'année, mais tes dépenses sur le logement est à 2500 $ le mois. C'est quoi? Peut-être la moitié, un peu plus de la moitié de ton salaire. Est-ce que, franchement, tu penses que tu peux évoluer comme ça là? Est-ce que tu peux évoluer en dépensant autant sur le logement avec le salaire que tu as? La vérité est que beaucoup d'entre vous, vous devriez être en train de vivre dans les logements de 700 $ ou bien maximum 750 $.
La sagesse veut qu'on ne dépense pas plus de 1/5 de notre salaire sur le logement. Ça peut être ton salaire brut, ça peut être ton salaire net. Moi, je préfère le salaire net. C'est qu'est-ce qui te reste après que tu as enlevé l'argent des taxes, l'argent qui est à toi, que tu rentres à la maison, your take-home pay. Quand tu regardes ton take-home pay, qui est l'argent que tu rentres à la maison avec, qui t'appartient. Si tu dépenses le 1/5 de ça sur le logement, je pense que tu es dans le 1/5 ou bien moins. Je pense que tu es sur le bon chemin. Si tu dépenses plus du 1/3 de ton argent que tu travailles chaque jour, c'est ça, sur le logement, crois-moi, tu ne peux pas t'en sortir ici. Tu peux gagner comme tu veux, mais si tout ton argent part sur le logement, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas épargner comment? Ta manœuvre, en fait, pour tout faire, que ce soit épargner ou bien investir, ou bien se préparer pour la récession, elle est très, très moindre. Donc, la première dépense qu'il faut réduire, c'est son logement. En ce qui concerne le logement, regardez bien autour de vous. Je ne sais pas d'où est-ce qu'on prend ce complexe que je peux vivre seul ou bien je dois vivre seul. Qui t'a dit que tu dois vivre seul? Que tu dois avoir un appartement seul? Parce que tu es un adulte, tu dois avoir un appartement seul. La vérité est que pour beaucoup d'entre nous, vivre seul peut être un luxe. Et c'est un luxe que tu ne peux pas te permettre d'avoir. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas vivre en colocation? Est-ce que vous savez qu'il y a des couples, du genre ils sont en couple, mais ils vivent toujours en colocation. Ils louent une chambre dans une maison et ils vivent en colocation et c'est un couple. Quand vous voyez ces personnes, vous pensez qu'ils sont bêtes. En ce qui concerne le logement, je vais vous prendre un exemple. Tous ceux qui me connaissent savent que particulièrement, moi, j'ai toujours vécu en colocation. Même quand j'avais les moyens de prendre une chambre seule, j'étais toujours en colocation. Je peux dire que c'est la seule chose de bien que j'ai pu faire sur mes finances personnelles. J'ai fait beaucoup de dépenses très bêtes. Mais au moins, sur cet aspect-là, c'est quelque chose que j'ai toujours été sage. J'avais une amie qui pouvait payer, disons, presque 2100 $ pour un appartement seul à Toronto. Moi, je vivais en colocation à 750 $. Faites la différence. Même si moi, à 750 $, même si j'ai gaspillé de l'argent pour manger dehors ou bien pour faire n'importe quoi, ce qui est sûr, à la fin du mois, je pouvais toujours épargner plus que la personne qui paye 2100 $ le mois sur le loyer. S'il y a une dépense que vous devez contrôler le plus, c'est le loyer. Réduisez vos dépenses sur le loyer. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vivent même dans colocation dans une chambre, ils sont 2 dans une chambre, ou souvent même 3 dans une chambre. Et ce sont un système que beaucoup d'immigrants asiatiques et indiens ont compris, de vivre ensemble. Ils sont nombreux là dans une maison. Et vous venez vous dire, ah, ils vivent ici comme s'ils étaient en Chine, comme si c'est pas ça. C'est qu'ils ont compris que là, tu es venu à l'étranger pour travailler et pour épargner. Pourquoi est-ce que tu vas donner ce pouvoir-là? Tu vas donner tout cet argent-là sur le logement. Alors, le deuxième endroit où tu peux réduire tes dépenses, c'est sur l'alimentation. Le domaine là, alors, je peux dire que la plupart des personnes tombent dans ce piège. Et l'alimentation, c'est là où on dépense le plus, c'est l'alimentation, c'est de manger dehors. Imagine, tu pars maintenant pour manger dehors, même seulement d'un restaurant décent. Tu vas peut-être dépenser 30 $ pour un repas. Si tu fais seulement ça, si tu es même assez discipliné pour manger seulement dehors une fois la semaine, 4 semaines, tu dépenses 30 $ pour manger dehors, ça fait 120 $. Ok, peut-être ton abonnement mensuel à Netflix, c'est peut-être quoi, 25 $, 30 $. Qu'est-ce qui pèse le plus en termes de dépenses? Tu vois bien que c'est manger dehors. Et ça, c'est le cas le plus, comment dire, de la personne qui est même très disciplinée. La plupart d'entre nous, on mange dehors en moyenne 3 fois la semaine. Que ce soit, tu prends un petit goûter ici, tu prends un petit café ici. Si tu calcules bien combien tu dépenses seulement pour manger dehors, calcule pendant la même période de 3 mois. Tu seras choqué. Je dis bien, tu seras choqué. Il y a une émission que j'écoute souvent, c'est une émission américaine qui s'appelle The Dave Ramsey Show. Et sur son émission, il parlait d'un monsieur. Et c'était un couple, ils étaient presque retraités. Et bref, le monsieur Ramsey, non, il parlait avec le couple. Le couple disait que on ne comprend pas où est-ce que notre argent part. On ne comprend pas.
Alors le Ramsey dit, ok, vous devez faire un budget et vous devez pouvoir traquer, hein, vous pouvez pouvoir traquer où est-ce que vous dépensez votre argent. Donc le couple est parti faire ça. Après ils sont revenus, ils ont dit que mais finalement on comprend où est-ce que l'argent de notre retraite partait. Ça partait dans nos ventres. On mangeait l'argent de notre retraite. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. On mange notre futur, littéralement. Et c'est à travers ces histoires de manger dehors. C'est quelque chose à annuler. Après avoir réduit les dépenses alimentaires de manger dehors, il faut maintenant réduire les dépenses alimentaires de la nourriture que tu achètes chaque temps. Le coût de fruits maintenant, quand tu pars au supermarché, l'avocat, parce que j'aime beaucoup les avocats, on vend un sac d'avocats maintenant à 6,99 $, presque 7 $. Et du coup, j'ai cessé d'arrêter, j'ai cessé de manger l'avocat. Parce que pour moi, rien ne peut justifier que tu vas dépenser 7 $ pour un avocat où il y a peut-être 6 petits avocats dedans. Ça, c'est non. Donc, on doit déjà faire la décision de ne plus manger certaines choses parce que c'est devenu trop cher pour nous. J'aime beaucoup la papaye, je n'achète plus ça, sauf si c'est extrêmement en solde. Il y a beaucoup de nourriture, surtout en termes de fruits et de légumes que j'aimais beaucoup, que j'aimais bien. Mais à cause du prix de ça, moi, je ne mange plus ça. Et je pense que vous devez faire aussi de même. Des repas que vous devez décider de ne plus faire parce que ça coûte trop cher. Peut-être il faut aussi penser une autre chose, il faut penser à préparer moins de repas. Si tu prépares une fois, tu fais un repas chaque jour, donc 7 repas la semaine, imagine tout l'argent que tu vas dépenser parce que pour chaque repas, il y a plusieurs ingrédients qui doivent faire partie du repas et donc il y a plusieurs ingrédients que tu dois acheter. Mais si tu fais seulement si tu fais 2 repas par semaine, ou bien même si tu es trop gourmand ou gourmand, 3 repas par semaine, comparé à la personne qui prépare chaque jour, tu vas épargner beaucoup plus. Donc, réduire aussi le nombre de repas qu'on fait, ça fait partie des choses qu'on peut faire pour réduire nos dépenses en ce qui concerne l'alimentation. Maintenant, la troisième dépense que je vais parler, sur les dépenses personnelles, j'ai parlé du logement, j'ai parlé de l'alimentation. La troisième dépense, c'est les dépenses aléatoires des gens qui vous demandent de l'argent. Et là, je parle à la diaspora, nous les gens de la diaspora, parce que nous sommes très forts dans ça. Les personnes du pays qui vous appellent pour vous demander de l'argent gauche à droite, il y a un malheur ici, il y a ceci, cela. Et la plupart du temps, vous n'avez même pas prévu faire ces dépenses-là. Et en ce qui concerne cela, j'aime beaucoup la sagesse du monsieur qui a écrit le livre La chèvre de ma mère. Je ne me rappelle pas du nom de ce monsieur, mais ce livre, d'ailleurs, je le recommande. C'est un livre qui m'a beaucoup éduqué en ce qui concerne les dépenses personnelles. Et il disait que même comme il était riche, il avait toujours une certaine discipline en ce qui concerne donner l'argent aux gens. Ce qu'il dit dans le livre, c'est qu'il prend une partie de chaque mois, il prévoit, une fois de plus, l'importance d'avoir un budget. Il prévoit combien est-ce qu'il va donner aux gens et combien est-ce qu'il va donner à sa dîme. Donc, il a un pourcentage de son salaire qu'il a prévu de combien est-ce qu'il va donner. Et il ne dépasse pas cette somme, qu'importe ce qui se passe. Donc, ce qu'il fait, c'est il parle, il demande au Seigneur que Seigneur, voici l'argent que j'ai mis à côté pour ton œuvre et pour aider ceux qui en ont besoin. Dirige-moi pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin par rapport à cette somme que j'ai mis là. Donc, s'il y a une personne qui vient te demander une aide et cela ne fait pas partie de ton budget, tu dois apprendre à dire non. Et c'est dur de dire non parce que tu te dis oui, je peux prendre de l'argent dans mon compte, je peux prendre de l'argent dans mon compte d'épargne. En fait, tu peux te sacrifier pour aider l'autre personne. Et même comme je pense que ça peut être, souvent on peut le faire pour des cas exceptionnels, je ne pense pas que ça doit être une pratique récurrente de comment est-ce qu'on gère nos finances. On doit avoir un budget pour donner à ceux qui en ont besoin chaque mois ou bien chaque 3 mois et ne surtout pas dépenser ce budget-là. Je pense que si vous réussissez à appliquer ce principe-là, ça va beaucoup vous aider à ne plus dépenser des sommes aléatoires pour aider les gens gauche à droite. Maintenant, après les dépenses personnelles, la deuxième chose qu'on peut faire pour nous préparer pour la récession qui arrive est d'avoir une autre source de revenus. Très, très, très important. En cet âge digital, moi personnellement, il n'y a aucune raison pour laquelle
on ne peut pas, ou bien on ne devrait pas, ou bien on n'a pas une autre source de revenus à part notre salaire. Vous savez, on ne peut pas compter sur le salaire ici, en Amérique du Nord ou bien en Europe, pour pouvoir vivre. Il faut toujours avoir une autre source de revenus. L'idéal est d'avoir plusieurs, mais même si tu n'arrives pas à avoir plusieurs sources de revenus, aie au moins une autre source de revenus. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extravagant, du genre, je suis entrepreneur, j'ai des loyers qui viennent de gauche à droite. Non. Ça peut être aussi simple que de faire Uber ou bien de faire Lyft. Ça peut être aussi simple que de faire les livraisons. Ça peut être aussi simple que après ton travail, tu as un autre travail que tu peux travailler, pardon, un autre travail que tu fais de la maison ou tu es dans un centre d'appel. Il y a plusieurs, en guillemets, side hustles que tu peux faire pour avoir une somme une revenu additionnelle. Et tu penses que tu peux négliger cette source de revenus. Ce n'est pas négligeable. Si seulement tu peux avoir quelque chose que tu fais de côté qui te rapporte seulement 250 dollars la semaine. Imagine par mois, tu gagnes 1000 dollars de plus par mois, 12 000 dollars de plus l'année. Est-ce que ce n'est pas un argent qui pourra t'aider à atteindre ta liberté financière beaucoup plus vite? Je pense que ça va t'aider. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. Vous savez, je rentrais avant-hier, je rentrais à la maison et mes colocataires avaient commandé une pizza. Déjà, en rentrant, en sortant de la voiture, parce que j'avais pris un Uber, en sortant de la voiture, je vois une autre voiture qui est garée devant la maison. Et c'est un van. Je dis que mais je me pose d'abord des questions, une van qui est garée devant la maison. Généralement, les vans, ce sont des voitures à plusieurs places, 7 places, 8 places. Et généralement, ce sont des personnes qui ont des enfants qui conduisent les vannes. Donc, je guette un peu rapidement le van. Je vois qu'il y a un enfant derrière et peut-être qu'il y avait un autre. Mais j'ai seulement pu voir un enfant. Et la mère est sortie du siège et elle avait le sac des livreurs. Je me suis rendu compte qu'elle partait livrer la pizza chez moi, qui est là où ce que mes colocataires avaient commandé. J'ai vu la femme le jour là comme un héros. Pour moi, la femme là, c'est un héros. Tu vois une mère d'enfant, elle est là derrière sa voiture, elle est en train de conduire pour faire les livraisons. Et elle a derrière elle peut-être un ou deux enfants derrière elle. Mais elle est en train de partir faire les livraisons. J'ai regardé la femme et j'ai dit que Seigneur, moi je n'ai aucune excuse. Je n'ai aucune excuse pour ne pas avoir plusieurs sources de revenus. Je n'ai aucune excuse pour ne pas faire ce que la femme s'y est en train de faire. Elle est là, elle a un enfant, deux enfants derrière sa voiture. Mais elle est en train de faire les livraisons dans un froid glacial. Pas un homme, une femme. Pas juste même une personne qui est juste seule avec ses enfants derrière la voiture. Elle est là encore de conduire pour faire les livraisons. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a des personnes qui se bataillent vraiment ici dehors. Pendant que d'autres dorment, il y a des personnes qui bataillent. Et je raconte cette histoire parce que pour moi, c'était une motivation extraordinaire. Que ne restons pas là à croiser les doigts, à croiser les bras, à se dire que non, on a un salaire de beaucoup d'argent, c'est 80 000, c'est 100 000, c'est 120 000, 150 000. Il faut toujours avoir une source de revenus individuelle et additionnelle. Et il faut se battre pour l'avoir. Quitte à faire des livraisons tard dans la nuit, dans le froid. Il faut le faire. La troisième des choses, c'est de complètement payer ses dettes et surtout les dettes de carte de crédit. Les dettes, c'est quelque chose de très pernicieux. Les dettes, c'est quelque chose qui ronge ta vie financière petit à petit. Et ça m'a pris du temps pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut d'abord se débarrasser des dettes avant toute chose même. Imagine combien tu payes par an avec une carte de crédit de 25%. Et faites juste le compte. Allez regarder l'année passée, même jusqu'à cette année, on est déjà presque à la fin de l'année. Et regardez combien est-ce que vous avez payé seulement en intérêt sur les cartes de crédit. J'ai fait ce calcul et j'étais choquée. J'étais choquée parce que je ne me rendais pas compte à quel point je payais sur les cartes de crédit en termes d'intérêt. Et je vais te demander, il y a quelle affaire, il y a quel business que tu peux faire qui va te donner une rentabilité de 25%? Très peu. Si ça existe même très peu. Par contre, tu as une carte de crédit qui te bouffe 25%. Donc, tu donnes 25% de ton intérêt à une autre personne. Est-ce que ça a un sens d'être dehors en train de chercher l'argent
arrête de chercher un investissement qui te donnera un taux d'intérêt, peut-être de 10% ou de 15%. Quand de l'autre côté, tu es en train de perdre 25%, tu es en train de donner 25% comme ça aux compagnies de cartes de crédit. Ça n'a pas de sens. Tu n'arrives pas à gagner 25%, mais tu es en train de perdre 25% dans autre part. C'est un trou dans tes poches, en fait, les crédits, surtout la carte de crédit. Moi, je suis en train de travailler vers l'objectif de ne plus fonctionner avec les cartes de crédit, du genre de détruire ma carte de crédit. Et je ferai une autre vidéo sur ça, sur les cartes de crédit. En récapitulatif, qu'est-ce que toi tu peux faire pour te préparer pour la récession qui arrive en 2023-2024? La première des choses, réduire ses dépenses personnelles. Deuxième des choses, trouver une source de revenus additionnelle. Troisième des choses, c'est payer ses dettes. Et surtout les dettes de carte de crédit. Je pense que c'est trois choses que nous tous, on peut faire pour mieux nous préparer financièrement.